Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, on débriefe l'actu des championnats européens, voici les 10 infos foot principales de la journée. Alors comme souvent récemment, on commence en Espagne et plus précisément par la victoire du Barça contre Villarreal hier soir 4-1. Victoire ô combien importante pour les Catalans qui restent plus ou moins en contact du Real Madrid, on en parlera tout à l'heure. Et un but majeur également pour Antoine Griezmann, le français. Sur une remise de Messi, n'en déplaise à Christophe Dugarry, il se fend d'un superbe lob. Il était au cœur des polémiques, pas seulement en France, également en Espagne bien sûr, pour sa faible utilisation sous Quique Setién. Il n'avait plus marqué en Liga depuis mi-février, ça va lui faire du bien. Alors ça c'était pour le 3-1, à signaler également dans ce match le deuxième but du Barça, petite chevauchée de Messi qui décale pour Suarez, et là l'enroulé est superbe. Le quatrième refusé pour un hors-jeu d'Arturo Vidal n'était pas mal non plus, belle action collective en pleine surface. À la fin ça fait 4-1 et c'est donc une victoire importante acquise contre un adversaire coriace. Alors Villarreal a été invaincu depuis la reprise, invaincu depuis le restart, ils étaient sur 5 victoires et 1 nul en 6 rencontres de Liga. Là ils sont à 3 points de la 4ème place détenue par Séville, mais Séville qui a un match en moins et qui jouera contre Eibar ce soir. Et alors pourtant malgré ce succès, le Real Madrid se rapproche toujours plus du sacre, une victoire contre l'Athletic Bilbao dimanche en début d'après-midi à 14h, 1-0. Et donc globalement un match pas très spectaculaire, c'était très contrôlé j'ai trouvé de la part du Real, pas beaucoup de risques pris même en transition, voilà on s'expose pas trop, on va le voir après mais je pense que même l'hypothèse d'un match nul leur aurait convenu. Ils ont fait encore mieux à l'expérience, au métier et grâce à un nouveau but sur penalty signé Sergio Ramos, son 5ème penalty, son 10ème but de la saison en Liga, et le Real conserve 4 points d'avance sur le Barça à 4 journées de la fin seulement. 2 victoires et 2 nuls, ça leur suffirait pour être champion, ou alors 3 victoires et une défaite, même si le Barça remportait tous ses matchs. Voilà, ils sont dans une posture très favorable. Alors une autre équipe qui l'est tout autant, voire davantage, c'est en Italie la Juventus de Turin bien sûr qui a battu le Torino ce week-end 4-1. A noter peut-être l'ouverture du score de Dybala, un petit festival en pleine surface, les petits appuis, les petits touchés. Celui de Cuadrado aussi j'ai beaucoup aimé, ça montre à quel point l'attaque a un avantage intrinsèque et parfois incompressible sur la défense. C'est l'attaquant qui choisit, c'est le défenseur qui réagit, et ici, il n'a pas fait à temps. Alors, parmi les autres événements de cette rencontre, on peut noter le 648e match de Serie A seulement pour Buffon, qui devient donc, devant Maldini, le joueur le plus capé de l'histoire de la Serie A. 648 matchs donc pour lui en Serie A, 647 pour Maldini. Est-ce que vous pouvez deviner le troisième ? Si je vous donne un petit indice, il est juste ici. Le 4ème ensuite, c'est Javier Zanetti avec 615. Totti donc c'était 618. Et le 5ème, Gianluca Pagliuca, 592. Alors il s'est passé plein de choses dans ce match. Une nouvelle main de Ligt en pleine surface. Alors c'était surtout en début de saison qu'il les enchaînait, mais donc une nouvelle main de Ligt que je trouve pour le coup très sévère. On dirait vraiment que le ballon touche sa jambe avant son bras, et donc selon mon interprétation et selon ma compréhension des règles, en tout cas il devrait pas y avoir penalty. Mais je suis pas sûr que l'arbitre l'a très bien vu, et regardez l'écran du VAR avec le soleil sur l'écran, la main devant les yeux, bon voilà, une action un petit peu confuse et confusément jugée. A noter encore autre chose, le premier coup franc marqué en Serie A par Cristiano Ronaldo, le premier coup franc sans doute depuis une éternité aussi, il marque son 25e but en 26 matchs de championnat italien. Tout ça pour dire que ça permet à la Juve de prendre une avance très confortable en tête, 7 points d'avance sur la Lazio qui a elle chuté contre le Milan AC 3-0. Les deux équipes s'affrontent dans 2 semaines le 20 juillet, ça pourrait peut-être être plié d'ici là. Alors du coup on enchaîne avec un autre titan du foot européen, le Bayern Munich, qui a fait le doublé, qui a remporté la Coupe nationale ce week-end, c'était samedi à 20h contre Leverkusen. Une très belle animation 3D en présentation de la rencontre. J'ai trouvé ensuite ce super coup franc d'Alaba. Le truc c'est que quand t'as Lewandowski et Alaba face à toi sur coup franc 20 mètres, qu'en plus ils se prêtent à une petite combinaison, une petite feinte, ça doit être très dur pour le gardien, en l'occurrence Radecki qui visiblement a été un poil traumatisé. Grosse bourde sur le 3ème but de la rencontre. Le premier de Lewandowski qui marquera in fine un doublé qui est une fois pour toutes sans doute le meilleur numéro 9 d'Europe cette saison. J'ai noté également le fait qu'il n'y avait plus de distanciation sociale visiblement sur célébration de trophée. Bon en tout cas, si c'est le cas, elle n'a pas été respectée, et il faut mettre l'accent sur le fait que le triplé est encore possible pour le Bayern. Donc Bundesliga, Coupe nationale, on verra maintenant en août s'ils sont capables de réussir une saison pour l'histoire.
Alors l'équipe en forme depuis quelques temps et franchement ça fait plaisir, c'est Manchester United, victoire contre Bournemouth 5-2, pourtant ça avait plutôt mal démarré pour eux, ouverture du score somptueuse vraiment de Stanislas qui se joue de Maguire en pleine surface, mais le doublé de Greenwood dont un deuxième vraiment incroyable, joueur à surveiller, doublé de Greenwood et but de Bruno Fernandes sur coup franc aussi en fin de rencontre qui permet aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer de revenir à quelques points de la 4ème place, à 2 points de la 4ème place, ils sont sur 6 victoires et 3 nuls consécutifs en Première Ligue cette saison. Et c'est marrant parce qu'on en parlait justement avec des potes ce week-end, on se disait que ce qui manque en Première Ligue, ce qui manque pour la suite par exemple, c'est un Manchester United vraiment au top niveau, c'est pas pour tout de suite. Faut pas s'enflammer sur quelques rencontres, je dis pas que ça va se passer, c'est juste une projection si le club taffe bien pendant 2-3 saisons. C'est un Manchester United au niveau de City et Liverpool, parce que ça ferait un trio pour le titre vraiment fantastique. Imaginons si ces 3 clubs peuvent aller taper 90 points chaque saison, et puis le truc en plus c'est que il y a le potentiel pour avoir 3 fortes rivalités, donc Liverpool-Man City, c'est une rivalité plus récente, mais quand même c'est un peu l'affrontement Klopp-Guardiola, voilà 2 énormes formations qui travaillent très très bien depuis quelques saisons et qui ont vraiment une forte identité de jeu. Donc Liverpool-Man City, Man City-Man United, voilà le derby de la ville de Manchester, et donc le derby d'Angleterre, même si on l'appelle pas comme ça en Angleterre, le classique d'Angleterre, Liverpool, Man United, les 3 gros clubs du Nord qui se battent pour la couronne de Première Ligue, ce serait assez excitant. Alors pour finir, 5 infos plus rapides, le ménage qui continue à Rennes avec le licenciement / démission honorable de Sylvain Armand, le coordinateur sportif du club, qui s'en va donc, et voilà, c'est relativement logique, avec l'arrivée du président Olvec, avec le recrutement de Florian Maurice en directeur sportif, c'est l'organigramme entier du club qui est rebattu, et pour l'instant, ça a l'air de travailler plutôt bien, même niveau mercato, ça a l'air super intéressant, vraiment hâte de voir ce que Rennes va donner l'année prochaine et sur les années qui viennent. On peut parler aussi de la victoire de Porto contre Belenenses 5-0, Porto auquel le titre semble quasi promis, 6 points d'avance sur Benfica à 4 journées de la fin, il faudrait vraiment un désastre pour qu'il soit pas sacré. Le 8e point, c'est que ce soir, c'est le match que je vais regarder ce soir, le Werder va savoir, il joue Heidenheim en barrage retour pour le maintien en Bundesliga. Bon, Heidenheim, c'est pour la promotion en Bundesliga, mais donc ils vont savoir 0-0 à l'aller. Là, ils sont à l'extérieur et personnellement, j'avoue, j'espère qu'ils vont se maintenir. Oui, une petite dédicace aussi à John Egan de Sheffield, alors qui a égalisé en toute fin de rencontre contre Burnley, un partout, but à la 80e, et qui devient donc un des rares joueurs de l'histoire du foot anglais à réussir le fameux quadruplé, c'est-à-dire avoir marqué dans les 4 divisions du foot anglais. Il avait commencé cette série à Southend United en D4 anglaise, la fameuse League 2. Il avait poursuivi à Gillingham en League 1 D3, à Brentford en Championship 2ème division, et donc ce week-end à Sheffield United en Première Ligue. Et donc on termine cet épisode par un petit vote que je voulais vous proposer, une nouvelle rubrique. Je ne sais pas si elle sera amenée à persister, mais voilà, ce week-end j'ai vu vraiment 2 gestes techniques qui ont particulièrement retenu mon attention, et je voulais vous demander lequel vous avez préféré dans les commentaires, dites-moi. Alors le premier, c'est ce petit pont de Modric, vous l'avez peut-être vu contre l'Athletic Bilbao, pour l'avoir vu en direct, c'était vraiment... au-delà d'être un geste technique de très grande classe, c'était particulièrement insolent, il a vraiment attendu le retour du défenseur pour lui faire ce petit pont, c'était en toute fin de rencontre, résultat plus ou moins acquis. Bon, moi ça m'a beaucoup plu, mais le deuxième geste est pas mal non plus. Alors Manchester City a perdu contre Southampton ce week-end 1-0, mais quelle passe absolument extraordinaire de son gardien Ederson. Voilà, je sais pas quelle surface du pied il mobilise et quelle technique il utilise pour réussir une passe aussi laser, fusante. Je crois qu'elle casse seulement 2 lignes, mais en fait elle élimine 6 ou 7 joueurs de l'action, ça permet aux attaquants de se retrouver directement face aux défenseurs. Voilà, c'est peut-être, en tout cas l'avis de Gary Lineker sur le plateau de Sky, c'était que c'était peut-être la passe de la saison. Bah, j'aurais tendance à être d'accord. Et donc enfin on termine sur la séquence prono avec mon partenaire BetClick. Là j'ai choisi 2 rencontres. La première c'est celle qui oppose demain soir 21h45, le Milan AC et la Juve. Et ici, mon processus de réflexion, c'est que j'imagine que la fatigue accumulée va jouer un rôle déterminant en fait. Depuis la reprise de la Serie A, les équipes jouent tous les 3-4 jours, même tous les 3 jours. Pour la Juve, pour le Milan, ça va être leur 5e match en 15 jours. Les deux sortent en plus de très grosses rencontres ce week-end samedi, donc seulement 2 jours pleins de repos. Mon idée, c'est que on va assister à une rencontre moins spectaculaire à cause tout simplement de jambes lourdes, et comme
Le pari moins de 2,5 buts dans la rencontre laisse quand même 5 solutions possibles, 1-0, 2-0, 1 partout, 0-1 et 0-2, et comme il est coté à 1,75, je vais partir là-dessus. Et puis mon deuxième pari lui se joue dans le même temps, il commence un poil plus tôt, mardi 21h15, c'est Arsenal contre Leicester, et alors là c'est une rencontre vraiment fascinante, on connaît les lacunes défensives d'Arsenal, on en a souvent parlé ici, sur cette chaîne, sur Twitter, ailleurs, on les connaît mais ça se passe beaucoup mieux pour eux récemment, ils sont sur 4 victoires consécutives, dont 3 clean sheets, 7ème encore en lice pour l'Europe, et là s'apprête à affronter successivement Leicester, mais ensuite Tottenham, Liverpool, Man City. C'est une vraie épreuve du feu. Alors je les imagine faire un résultat contre Leicester qui en plus a James Maddison, Ricardo Pereira et Ben Chilwell, soit out, soit incertain. Au vu de ces informations et dans ce contexte, donc je dirais que la victoire d'Arsenal, simple, à côté à 2,35, ça se tente et c'est plutôt bien payé. Et puis ensuite, voilà, pas un pari officiel, mais juste peut-être une intuition un peu folle comme ça, on va voir, mais c'est que j'imagine Nicolas Pepe, nouveau papa, donc mis au repos contre les Wolves ce week-end, et qu'on imagine dans un bon état d'esprit. Lui, j'ai l'imagine buteur, ça c'est à 3,77. Alors, si tout ça vous intéresse, que vous voulez me rendre un petit service en vous inscrivant sur BetClick, vous pouvez utiliser mon code de promotion WILOU, ça m'aide, et puis voilà, vous bénéficierez ainsi de leur offre de bienvenue, je vous mets le lien en commentaire. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de cette courte vidéo et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Je voulais vous remercier de vos retours, vraiment très sympa sur mon analyse du mercato idéal du PSG, c'est toujours des vidéos que j'adore faire et donc toujours rassurant de constater que vous aimez aussi les regarder. Idéalement je prévois de sortir 2 mercato idéaux de plus cette semaine, j'ai envie d'en faire le plus possible cet été, notamment sur le mois de juillet, donc voilà, on va accélérer un peu là-dessus et j'espère que ça vous plaira toujours autant. En tout cas, si cette vidéo si vous a intéressé, vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide. Si vous voulez pas rater la suite des événements sur la chaîne, il va y avoir beaucoup de choses, vous pouvez aussi vous abonner, ça m'encourage énormément comme toujours et je vous en remercie. D'ici la prochaine donc, je vous souhaite de passer avant tout une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit à très vite, bisous.